Tu connais l'histoire du samouraï qui est parti à la guerre en sachant qu'il allait mourir. Pas pour la gloire, pas pour l'or, même pas pour la victoire, mais pour la fidélité. Voici l'histoire de Kusunoki Masashige. Pendant toute la vidéo, tu verras ici un indicateur en pourcentage. Cela va être la source de fiabilité des informations. Donc 100%, c'est que la source est sûre, 50%, ça va être mitigé, on ne sait pas trop, et 0%, c'est du bullshit. Donc installe-toi confortablement dans ton canapé, parce que cette histoire, tu n'oublieras pas. Pour comprendre pourquoi Kusunoki Masashige a choisi de se battre, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel il est né. Un monde où l'empereur ne règne plus et où la guerre sème déjà ses graines. Début du XVe siècle, le Japon est un pays divisé, instable, rangé par les tensions. À l'est, le shogunat de Kamakura dirige le pays depuis 150 ans. Mais le shogun n'est qu'un pantin. Les vrais maîtres, ce sont les régents Hojo, une famille qui règne dans l'ombre, pas la force et la peur. Pendant ce temps, à Kyoto, l'empereur est devenu un symbole, une figure religieuse, mais sans pouvoir réel. Sauf que Go-Daigo, lui, il veut reprendre ce qu'on lui a volé, le trône, le vrai. En 1331, il tente un coup d'État. Il rassemble des armes, des partisans et prépare le renversement des Hojo. Mais il est trahi par un homme de l'intérieur. Le complot est découvert et le rêve s'effondre. L'empereur est capturé, puis exilé sur l'île d'Oki, humilié et écrasé. L'empereur est tombé, le trône est vide et le rêve impérial semble brisé. Mais dans les montagnes, quelqu'un refuse d'accepter la défaite, sans armée, sans titre, mais avec un plan et une loyauté indestructible. Un homme que personne ne voit venir, un nom que tu ne l'oublieras pas. Et pour comprendre d'où vient cet homme, il faut aller encore plus loin, là où tout a commencé, l'enfance de Kusunoki Masashige, un enfant né dans l'ombre, mais destiné à marquer l'histoire du Japon. Kusunoki Masashige, né vers 1294 dans la province de Kawachi, il grandit dans une région montagneuse, sauvage. Ici, la nature est une école et les embuscades, un mode de vie. On dit qu'il reçoit très jeune une formation militaire poussée, tir à l'arc, maniement du sabre, lecture des traités de guerre, mais aussi les valeurs bouddhistes et confuciennes. Et surtout, une idée, un mot qui le guidera toute sa vie, le Giri, faire ce qui est juste, même si cela te coûte ta vie, obéir à l'ordre mondial sans écouter tes émotions. Une légende raconte qu'enfant, Masashige aurait rêvé d'un esprit, lui annonçant qu'un jour, il se battrait pour le souverain. Masashige n'est pas un noble, mais ce n'est pas un paysan non plus. C'est un chef local intelligent, avec des terres, des hommes et une vision. Pas un fils de grande lignée, mais un homme enraciné. Et bientôt, un nom que même les puissants devront craindre. En 1331, le pouvoir chancelle, l'empereur est tombé. Mais dans les provinces, certains noms commencent à circuler. Un homme se lève, pas pour conquérir, mais pour résister. Dans les hauteurs boisées de Kawachi, une première forteresse s'élève. Son nom, Akasakajo. Perché sur un flanc de montagne, entouré de précipices, le premier bastion de Kusunoki Masashige prend vie. Pas une forteresse de pierre, une forteresse de volonté. Il l'a fait bâtir dans le silence, à l'abri des routes, invisibles pour les espions. Il ne prépare pas une guerre, mais une leçon. Les troupes du shogunat arrivent, des milliers d'hommes, des bannières à perte de vue, et face à eux, quelques centaines de guerriers dans la brume. Le général Hojo encourage ses soldats. Ils n'ont pas de cavalerie, ni de catapultes, alors ce sera une affaire de quelques heures. Masashige, d'un ton calme, dit « Ce n'est pas la montagne qui les arrêtera, c'est ce qu'elle cache. » Des troncs d'arbres dévalent les pentes, des rochers, de l'huile bouillante, des feux surgissent des bois, des mannequins d'armure se dressent pour tremper la vue. Chaque sentier est piégé, chaque cri une diversion. Et quand les soldats du shogunat s'approchent enfin des reparts, ils n'ont pas pris une forteresse. Ils sont entrés dans un cul-de-sac. Une nuit, des flammes s'élèvent depuis le cœur de la forteresse. Les sentinelles du shogunat s'agissent. Regardez, ils brûlent leurs provisions. Ils sont à bout. Mais c'est un leurre. Masashige ordonne lui-même de brûler les stocks visibles. Il veut qu'on le pense désespéré. Il veut que l'ennemi vienne chercher la victoire, là où il l'attend. Après des semaines de siège, la forteresse est finalement surmargée. Les flammes l'avalent, le silence revient. Le nom de Kusunoki Masashige disparaît avec elle. Son corps n'est pas retrouvé, son armure non plus. Certains disent qu'il est tombé au combat, mais la vérité, c'est qu'il s'est fondu dans la nuit. Incognito parmi les survivants, camouflé sous une armure ennemie, il quitte les ruines sans un mot et retourne dans les montagnes. Le shogunat pense avoir gagné, mais ce qu'il détruit, c'est une coquille. Masashige est vivant et il vient d'inventer une nouvelle manière de faire la guerre. Loin de là, dans une autre montagne, des hommes bâtissent une nouvelle forteresse. Pas un château, un piège, un sanctuaire de guerre. Kusunoki Masashige
va devenir une légende. Voici la forteresse Chihaya-jo. En 1332, alors que le shogunat pense avoir éradiqué les rebelles, Masashige réapparaît. Sur les pentes abruptes du mont Kongo, il bâtit une forteresse invisible, presque inatteignable, conçue non pour attaquer, mais pour résister. Un seul sentier y mène. Le terrain est escarpé. Les cavaliers ne peuvent pas passer. Les armées doivent grimper à pied à découvert. C'est plus qu'un château. C'est une toile d'araignée et Masashige est à son centre. Le shogunat envoie plus de 10 000 soldats pour les faire tomber. Face à eux, moins de 1000 soldats, mais commandés par un génie tactique. Et cette fois, il n'est plus question de bluff, il s'agit de tenir. Masashige transforme la montagne en arme. Il fait rouler des troncs d'arbres sur les cols, déclenche des éboulements contrôlés, balance de l'huile bouillante depuis les crêtes, crée des leurres, des mannequins en un mur postés sur les repas, simule des cris de guerre, des bruits de renfort pour faire croire qu'ils sont plus nombreux. Et chaque fois, l'ennemi hésite. Chaque assaut échoue. Chaque nuit, les soldats de Masashige disparaissent dans la forêt et réapparaissent ailleurs. La montagne n'est plus un obstacle, c'est devenu une alliée. Mais c'est ailleurs que le coup de grâce se prépare. En pleine guerre contre Masashige, le général Ashikaga Takoji trahit le shogunat et attaque Kamakura, la capitale du pouvoir militaire. Pendant que Masashige bloque l'armée Hojo à Chihaya, Takoji frappe dans le dos et le shogunat s'effondre. Masashige n'a pas quitté sa montagne et pourtant, il a gagné la guerre. Grâce à la connaissance du terrain et à la maîtrise du temps, la montagne a tenu. Et désormais, le nom de Kosunoki Masashige devient celui de la loyauté en action. Le shogunat est tombé, le pouvoir militaire s'est effondré et l'empereur Go-Daigo revient enfin sur son trône. Après l'exil, le triomphe, après la guerre, la paix, ou du moins ce qu'il croit être la paix. En 1333, l'empereur Go-Daigo lance son grand projet, reprendre le pouvoir absolu, gouverner sans shogun, revenir au modèle de l'époque Heian. Il restaure les anciens titres et reforme la bureaucratie. Mais il oublie quelque chose d'essentiel, les samouraïs. Ceux qui ont combattu, ceux qui ont saigné, ceux qui, comme Kosunoki Masashige, ont tout donné. Les récompenses vont aux nobles de cour, pas aux guerriers, pas aux chefs de clan. Et parmi eux, Ashikaga Takoji, un général prestigieux issu du clan Minamoto. Il a trahi le shogunat pour offrir la victoire à Go-Daigo. Et aujourd'hui, il n'a ni reconnaissance, ni pouvoir. Et il n'est pas le seul. La colère gronde dans les provinces et la loyauté commence à vaciller. Kosunoki Masashige, lui, ne se plaint pas, mais il observe et il conseille. Majesté, si Takaoji trahit, laissez-moi l'arrêter. Mais Go-Daigo ne veut rien entendre. Il pense que son trône suffit à inspirer l'obéissance, mais Masashige le sait. Ce pouvoir, sans écoute, est déjà en train de glisser entre ses doigts. Un an plus tard, en 1335, Ashikaga Takoji entre à Kyoto, avec ses troupes et avec sa colère. Il se proclame maître du Japon et crée un nouveau pouvoir militaire. Le Japon est à nouveau divisé. D'un côté, l'empereur légitime, Go-Daigo, de l'autre, le shogun autoproclamé, Ashikaga Takoji. Masashige revient une dernière fois auprès de l'empereur et propose un plan tactique parfait. Laissons-le entrer dans Kyoto, puis coupons-lui la retraite. Prenons-le au piège, comme à Shiraya. Mais Go-Daigo refuse. Il veut une attaque frontale, une confrontation d'honneur, sans stratégie. Masashige comprend, ce n'est pas une mission, c'est une condamnation. Il aurait pu refuser, il aurait pu fuir, mais non, parce qu'il n'a jamais servi l'homme. Il a toujours servi l'idée, le giri. Et c'est ainsi qu'il se mit à marcher vers Minatokawa, pour sa dernière bataille, pour sa dernière leçon. Le pays est divisé. Go-Daigo, toujours persuadé de son autorité sacrée, refuse de se soumettre. Ashikaga Takoji, lui, a déjà rallié de nombreux clans et marche sur Tokyo. Et pour stopper son avancée, l'empereur envoie son plus fidèle soldat, un homme que l'histoire n'a pas mérité. Masashige installe ses troupes près du fleuve Minato. 700 hommes contre plus de 15 000 soldats de Takoji. Mais il ne bronche pas, il connaît les chiffres et il sait que cette bataille, il ne peut pas la gagner. Masashige avait proposé un plan pour gagner la bataille, avec peu de soldats. Mais ce plan a été rejeté. L'empereur voulait de l'honneur, pas de stratégie. Et Masashige, fidèle à son giri, ne discute pas. Il prend position et se prépare à mourir. Les combats commencent, les flèches pleuvent, les sabres s'entrechoquent. Masashige et ses hommes tiennent contre vent et marée. Ils se battent comme 1000, mais les vagues ennemies sont sans fin. Un par un, les siens tombent. Le cercle se resserre. Quand tout est perdu, Masashige se retire dans une maison abandonnée, près du champ de bataille. Là, dans le silence, il prépare son senpoku. Il est seul, pas de spectateur, pas de chant héroïque, juste le devoir. Il ouvre son ventre selon le rituel et dans un dernier souffle, il prononce ces mots devenus immortels. Chichicho, Okoku, puis-je renaître cette fois?
pour servir mon pays. Il est mort ce jour-là, mais son nom n'a jamais cessé de vivre. Il n'a jamais fui, il n'a pas désobéi, il n'a jamais renié ses principes. Et pour cela, il est devenu une légende. Minato Gawa, le dernier souffle d'un homme devenu un symbole. Aujourd'hui encore, il monte la garde juste ici, devant le palais impérial de Tokyo. Peut-être que pour certains, vous pensez que c'est un fanatique qui est parti à la guerre, même s'il allait mourir. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui a prouvé sa loyauté et qui est resté droit dans ses principes jusqu'au bout. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire de ce que tu penses de cette histoire et si tu aimerais que je te raconte d'autres histoires. Sur ce, je vous dis matane!